Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, messieurs, dames. Quand il a parlé d'océan, j'ai dit c'est un peu exagéré, mais c'est mieux que mar à grenouille. Alors, je vais le laisser faire. Alors, aujourd'hui, donc, nous commençons une nouvelle série. En fait, j'ai pensé, on n'avait pas beaucoup traité ça jusqu'à présent. En fait, ceux qui m'ont suivi depuis le début savent qu'on a parlé du paysage, l'art abstrait, etc. Et donc, le problème de la figure humaine ou la figuration des personnages, si on veut, dans l'art canadien. Et je vais remonter un peu loin dans le temps, pas trop loin, mais en fait, disons, au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, la prochaine fois et la troisième fois, mon intention, c'est à la fois de voir d'où on est parti, hein, et aussi de mettre en contraste, en fait, ces anciennes façons de considérer la figure humaine avec, vous allez voir, en fait, ce que des artistes plus près de nous dans le temps en ont fait. Alors, c'était un peu l'idée, en fait, d'avoir 3 conférences sur les anciens et 3 sur les plus récents, de manière à pouvoir faire ce contraste-là. Et je voudrais me lancer dans une introduction un petit peu périlleuse pour toute la série, en essayant justement de souligner ce contraste-là, en disant que je pense que si vous voulez réfléchir un petit peu au problème de la figure humaine, dans l'art canadien, ou même, enfin, finalement, dans tout art, il faut aussi, enfin, voir un petit peu j'allais dire, les soubassements philosophiques de ce problème. Parce que, ici au Québec, il me semble qu'on a toujours été un peu hésitant entre 2 définitions de l'individu. Une définition un petit peu régionaliste, un peu fermée autour, tu sais, ce qu'on appelait dans le temps un peu l'esprit de clocher. Là, on était. Ou alors, à l'autre extrême, une espèce de définition universaliste. On voudrait trouver notre définition dans le concert des nations, d'être très ouvert à tout l'extérieur. Hein. On a une espèce de polarité, si on veut, entre un particularisme, peut-être des fois exagéré, et d'autres fois un universalisme. Et ça, évidemment, ça va se traduire dans les œuvres d'art, parce que même si les artistes n'ont pas toujours fait des réflexions philosophiques, comme ils sont très proches de leur temps habituellement, ils reflètent enfin ce que, par ailleurs, disons, des penseurs ou des écrivains peuvent exprimer en mots. Ils le font à leur façon, mais ils le font. Hein? Je pense que c'est toujours important. La peinture pense. Il ne faut jamais imaginer. Tu sais, je me rappelle que Marcel Duchamp disait qu'il détestait cette expression « bête comme un peintre ». Je ne sais pas d'où ça sort, mais il paraît qu'en France, ça se disait, et Duchamp disait toujours, c'était l'expression que je veux vraiment abandonner. Et au contraire, je pense qu'on peut dire, c'est l'inverse, c'est la peinture pense, la peinture porte une pensée. Hein? Alors, comment définir cet humain aujourd'hui, si on veut, en fait, ce problème de la figure humaine aujourd'hui? Alors, où je disais que je voulais prendre quelques risques, je voulais penser, j'ai dit, je vais leur parler des sœurs de Plamondon, là, des portraits de religieuses. Qu'est-ce que serait l'extrême opposé de cette chose-là pour le mettre en contraste? Et je ne sais pas si j'ai eu une bonne inspiration, mais en tout cas, vous verrez. J'ai pensé à la définition de l'humain que Jean-Paul Sartre apporte. Alors, Sartre, ça ne va pas beaucoup avec les couvents, mais disons que, au moins pour les bénéfices du contraste, ça va être marqué. Hein? Et pourquoi j'ai pris cette conception de Sartre? En fait, j'ai relu tout simplement peut-être une conférence que vous avez déjà lue aussi dans le temps, quand vous étiez au collège, qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme ». Vous savez, cette conférence que Sartre avait donnée un petit peu après la guerre, paraît-il, dans une salle surchauffée avec une foule qui était presque en délire. Il y avait même eu de la misère à se faire entendre. Il n'y avait pas les bons procédés qu'on a aujourd'hui. Et il y avait aussi quelques personnes qui étaient tombées sans connaissance. Enfin, ça, pendant la conférence, pas à cause de ce qu'il a dit, mais parce que c'était vraiment mal tenu comme endroit, etc. Bon. Et là, dans cette conférence-là, comme ça s'appelle, l'existentialisme est un humanisme, évidemment, il définit un peu ce que serait l'humanisme contemporain. Et l'idée essentielle, c'est l'idée de liberté, évidemment. Alors, je me suis dit, c'est ça qu'il faut essayer de mettre en contraste, parce qu'au fond, s'il y a une notion qui a été l'effet d'une difficile conquête ici au Québec, c'est bien la notion de liberté. Je ne pense pas uniquement à la liberté, si vous voulez, au niveau national, au niveau politique, mais aussi à la liberté de l'individu. Et c'est évidemment plutôt cette définition-là de la liberté
que Sartre avait en vue, celle de chaque individu. Et il part de cette idée un peu étonnante, enfin pour ceux qui ont été élevés comme moi dans le thomisme, puis enfin avec toute la tradition philosophique religieuse qu'on a eue, il part avec cette idée qu'il n'y a pas de définition de l'homme, il n'y a pas de définition, ou de la femme en fait, il n'y a pas de définition de l'humain. Où il sort des formules comme le propre de l'homme, c'est de n'avoir aucun propre. La définition de l'homme, c'est d'avoir aucune définition. Autrement dit, on n'est pas fabriqué, si on veut, on est. Et là, à partir de ce néant qu'on est au départ, on se fait soi-même par toute la série des décisions qu'on prend, décisions libres, évidemment, les unes après les autres, et on arrive comme ça, finalement, à se définir, à se trouver un caractère, à se trouver une personne. D'ailleurs, si vous relisez des romans de Sartre, vous allez voir que c'est écrit comme ça. On ne sait jamais au départ que vont devenir les personnages. Ils sont donnés au premier plan, sans définition, et c'est par la série des choix qu'ils font et des actions qu'ils posent qu'on finit par dire, ben ça c'est dégueulasse, celui-là au contraire il est formidable. On finit par les juger à la fin sur les actes. Et non jamais, comme dans le roman traditionnel, en fait, disons dans les romans de Zola, on part en vous disant, ben, vous savez, l'hérédité très lourde de ce personnage explique qu'il est devenu criminel. Hein? On lui donne déjà une définition par son hérédité. On dit, il est déjà défini par son passé, lui. Puis un autre, il est défini par son milieu. Ah, ben vous savez, c'était un pauvre ouvrier, c'est pas étonnant qu'il buvait beaucoup, etc. Toutes ces espèces d'insinuations, au fond, partent toujours d'une espèce de définition a priori. Puis là, après, quand les définitions sont bien établies au départ, là, ça se déroule comme une espèce de mécanique. Les personnages font ce qu'on s'attend qu'ils fassent. Celui qui boit un peu au début va boire beaucoup à la fin, puis etc. En tout cas, ça va se développer comme ça. Chez Sartre, au contraire, les personnages, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Ils se définissent, au fond, finalement, à partir des actes libres. Et pour faire comprendre un peu son idée, il prend l'exemple du coupe-papier. Alors, je vais vous lire le petit passage, c'est-à-dire qu'il dit, au contraire de l'humain, qui se définit par ne pas avoir de définition, les objets, les choses, elles, au contraire, ont des définitions, ont des essences. Hein? Alors, il dit, lorsqu'on considère un objet fabriqué, comme par exemple un livre ou un coupe-papier, c'est un instrument qu'on utilise moins aujourd'hui, mais dans le temps, je me rappelle, dans les années 40, on avait tous des coupes-papier. Cet objet a été fabriqué par un artisan qui s'est inspiré d'un concept. Hein? Donc, avant de faire son objet, il y a une idée de ce que ça devrait être. Il s'est référé au concept de coupe-papier et également à une technique de production préalable qui fait partie du concept et qui est au fond une recette. Comment faire un bon coupe-papier? Ben, il faut du métal, il faut ci, il faut ça. Vous procédez de telle façon, vous l'aiguisez sur ce côté-là, pas sur l'autre, etc. Donc, vous avez une espèce de recette toute définie d'avance pour un objet. Ainsi, le coupe-papier est à la fois un objet qui se produit d'une certaine manière et qui, d'autre part, a une utilité définie. Et on ne peut pas supposer un homme qui produirait un coupe-papier sans savoir à quoi l'objet va servir. Hein? Nous dirons donc que pour le coupe-papier, l'essence, c'est-à-dire l'ensemble des recettes et des qualités qui permettent de le produire et de le définir, précède l'existence. Hein? Autrement dit, avant de faire l'objet, il y a une idée, il y a un concept qui précède l'objet et à partir duquel il est fait. Et ça, il dit, c'est exactement l'inverse pour l'humain. On n'a pas d'idée au départ, on n'a pas de définition précise au départ. Évidemment, c'est une théorie qui suppose que Dieu n'est pas en train de nous créer avec une définition. Vous comprenez que c'est une pensée athée. Alors donc, on n'aurait pas de définition de départ et ce ne serait que peu à peu, qu'à partir de nos décisions, qu'on finirait par se donner une personnalité, un caractère, un style, si vous voulez. Hein? Et alors, il dit, dans le cas de l'homme, c'est l'inverse. L'existence précède l'essence. Hein? Autrement dit, on existe d'abord, puis ensuite, on se donne une définition par la série des gestes qu'on pose. Et aussi, d'une certaine façon, ce qui est peut-être assez prenant dans cette façon de voir, c'est qu'on est responsable de ce qu'on est. Hein? Alors, tu sais, au lieu de dire « Ah, ben, vous savez, je suis né pour un petit pain, c'est pas de ma faute, etc. » Non, on est responsable de ce qu'on est. Peu importe les circonstances qui font partie de la situation, comme Sartre dit au départ, on fait par la suite, on finit par se révéler. Alors, c'est la suite du texte. Il dit, qu'est-ce que ça signifie? C'est que l'existence précède l'essence. Cela signifie que l'homme existe d'abord, surgit dans le monde et qu'il se définit après. L'homme tel le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien
il ne sera qu'ensuite, hein, et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine puisqu'il n'a pas de Dieu pour le concevoir. Alors ça, évidemment, c'est l'aspect athée là, de la théorie, mais il refuse l'idée que Dieu serait comme une espèce d'artisan qui aurait un concept tout fait de l'humanité puis qui nous ferait à partir de ce concept-là. Puis ensuite, on aurait juste... Alors, c'est pour ça que plus je lisais ça, je me disais, là, ça, c'est vraiment l'opposé total de mes bonnes sœurs de Plamondon, parce qu'au contraire, ils vont être, elles, très définies au départ par une règle, par le fait qu'ils entrent en religion. C'est très, très défini. Ils ont presque, leur marge de liberté est absolument minime, s'il y en a une, etc., même les horaires, tout ça. Alors, je dis, voilà, c'est cette espèce de... un peu d'où on est parti et évidemment, éventuellement, ce que aussi notre bon Plamondon a essayé d'exprimer. Je vous montre d'abord son portrait de lui. Ah, non, ça, c'est... On va prendre un peu. Raté. je vais... J'appelle ça les moyens idiots manuels, j'ai déjà dit. Et... alors, il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est lui, ça. C'était pas un personnage très sympathique. Hein? Je pense qu'à voir, c'est un autoportrait qu'il a fait de lui en 1882, donc vraiment vers la fin de sa vie. Alors c'est pour ça qu'il s'est présenté comme ça avec une grande barbe blanche, avec sa palette et des pinceaux. Puis ça, un petit peu, d'ailleurs, vous avez un peu presque une idée de l'harmonie de ces tableaux souvent, là, la succession blanc, ocre, rouge et deux noirs, là, en fait deux teintes foncées, ça c'est très typique des tableaux de Plamondon. Et il est, je vous disais, en fait, c'est pas un bonhomme, il était très conscient de sa valeur, de sa formation en France, hein, il parle de ça, il dit toujours élève de Paulin-Guérin. On a eu assez de misère de savoir qui c'était ce bonhomme-là. Ça a pris des recherches incroyables, mais pour Plamondon, qui a beau mentir, qui vient de loin, tu dis j'ai été élève de Paulin-Guérin. Bon, alors très bien, on vous écoute. Alors, il s'impose comme la personnalité, je dirais, la plus forte, la plus insistante aussi de son temps, s'entourant d'ailleurs d'un climat de polémique continuelle. Et ça, je vais vous donner une idée d'un peu de comment c'était, parce qu'on ne peut pas parler de Plamondon sans parler de polémique. D'ailleurs, ou chicane même, puis on a l'impression qu'il les provoque un peu aussi. Il tient à ça. Il tient à voir des gens qui sont attaqués par lui, etc. Enfin, et ce qu'il veut surtout, c'est s'assurer l'espèce de monopole dans la ville de Québec en particulier, le monopole du portrait, c'est-à-dire de tous les bourgeois qui voudraient se faire un portrait, il faut que ça passe par Plamondon, et aussi, très important pour lui, tout ce qui est peinture religieuse. Hein, parce que ça, c'est des contrats intéressants, les communautés sont nombreuses, les églises aussi, et alors tout ce qui peut être tableau de nature religieuse pour Plamondon, ça, c'est aussi une espèce de chasse gardée. Hein. Les portraits dont je veux parler, c'est des portraits donc, de 4 religieuses, un qui date de 1834 et les 3 autres de 1841. Et ces 3 religieuses qui ont œuvré, en fait, toute leur vie à l'Hôpital général de Québec. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est que l'Hôpital général. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un hôpital. Les hôpitaux généraux en France, et ici d'ailleurs, quand on les crée, l'hôpital général d'ailleurs de Québec remonte assez loin dans le temps, hein, dès le début du 18e siècle, là, on pourrait les décrire davantage comme des espèces d'hospices, hein, où on recueillait les vieillards, on recueillait aussi où on enfermait plus ou moins les mendiants. Là, tout le monde qui traînait dans la rue se retrouvait à l'hôpital général dans des ateliers pour travailler. Hein. Alors là, faire des travaux, des fois, pas très, très intéressants, mais en tout cas, il y avait un peu ce côté un peu gendarme. Et à un moment donné aussi, l'hôpital général s'occupait des aliénés. Hein, pendant très longtemps, ça a été l'endroit où on mettait les gens qui avaient des maladies mentales. Hein. Et à un moment donné, pour subvenir à leurs besoins, les sœurs obtiennent de Monseigneur de Saint-Vallier d'avoir la possibilité de donner des cours, enfin d'avoir un couvent, si on veut, pour filles, à l'hôpital général. Et c'est à noter parce que 3 des religieuses que je vais vous présenter étaient des enseignantes. Hein. Donc, on fait en fait plutôt le travail dans ce couvent à l'intérieur de l'hôpital général. Donc, pas vraiment un hôpital avec des malades, au fond. C'est plutôt une espèce d'hospice, puis en même temps, ça tourne un petit peu. Il y a un petit côté policier aussi qui n'est pas très, très agréable. Et ensuite, quand on sait comment est-ce qu'on traite
traitait les pauvres malades mentaux à l'époque, c'est ahurissant. Hein? Si vous êtes avant les proleptiques, il n'y a pas question de donner les douches froides. Déjà, en tout cas, ceux qui ont lu Foucault, là, l'histoire de la folie, savent comment c'était. Alors, c'était évidemment comme ça aussi. Plamondon n'était pas sans lien avec l'hôpital général parce qu'il avait réussi à s'insinuer là-dedans pour donner des cours de dessin aux novices. Hein? Un petit job. Alors là, il avait réussi à obtenir ce poste-là, mais on sait qu'il n'était pas trop apprécié. Et comment? Parce que dans tous les couvents, il y a toujours un journal du noviciat, hein, où les novices écrivent chaque jour tout ce qui se passe. C'est écrit dans un très beau style. Vous allez voir, je vous en cite un passage où il est question de ce monsieur. Bien, ce monsieur, c'est Plamondon. Hein? Alors, voici ce qu'ils disent. Ce monsieur nous montra seulement, déjà, c'est pas bien bon, il ne nous a pas montré tout, hein? Il nous a montré seulement à faire des figures selon les règles du dessin, sans nous expliquer où se plaçait l'ombre, la lumière, le reflet de l'ombre porté. C'est ce que nous apprîmes plus tard, comme nous le verrons. Alors là, c'est ça. Ils ont eu un autre professeur après lui, évidemment, parce que... Alors, Plamondon leur a appris juste le dessin, lui, mais il n'a pas appris comment faire les ombres, etc. Mais une autre grande chose qu'il ne pouvait nous montrer, c'était la miniature. Ah, qu'on aurait aimé ça, qu'il nous montre la miniature, mais au lieu de ça, il voulait nous montrer la peinture à l'huile, se faire des grands machins, etc. Bon. Mais une autre grande chose qu'il ne pouvait nous montrer, c'était la miniature. Et nous attendîmes la Providence. Notre attente ne fut pas vaine. La Providence va régler tout, évidemment, à un moment donné. On va apprendre la miniature à l'hôpital général. Ce même M. Plamondon, alors là, il est nommé ici, s'offrit à nous montrer la peinture à l'huile. Mais comme c'est bien dispendieux et que dans une maison religieuse, les exercices se succèdent, le temps que nous aurions mis à arranger nos peintures, un exercice serait survenu et nous aurions été obligés de tout laisser là. Tout aurait été perdu et en partie gaspillé. Ah, ça, c'est bon. Dans un couvent, il y a des exercices, on a des heures. La peinture à l'huile, ça prend bien trop de temps pour s'installer. Puis la minute où on va être installé, on va être obligé de refermer nos tubes. Au début, je me suis dit, ils ont trouvé ça comme exemple, comme excuse pour se débarrasser de lui. Mais non, après étude, vous avez au 19e siècle une espèce d'obsession du temps. Hein? Et je lisais ça encore dans Corbin, là, qui est un bonhomme qui a écrit beaucoup sur cette période-là et sur justement les attitudes. Par exemple, cette idée de mesurer le temps de façon précise. Ça, je n'avais pas réalisé ça, mais par exemple, les trains, quand les trains commencent, les horaires ne sont pas fixés d'un village à l'autre. Pourquoi? Parce que chacun a son cadran solaire, puis il dit, lui, moi, c'est 10h10. Bon, l'autre, il est à 10h30, puis l'autre est à 10h20. Mais pour un train qui traverse la France, c'est épouvantable, ça. Vous ne pouvez pas savoir où vous... Et ils ont eu beaucoup de misère à imposer l'heure de Paris, hein, à toute la France, parce que chaque village avait ses clochers qui sonnent selon le bedeau. En tout cas, c'était... on avait à peu près le temps, mais on n'avait pas un temps strict comme qu'on a besoin pour un horaire de train, par exemple. Alors là, ça commence à s'installer. Et les milieux où ils deviennent plus maniaques, là, c'est les milieux fermés, là. Les pensionnats, les prisons, les hôpitaux, les casernes, en fait, tous ces milieux de l'armée, de la religion, tout ça. Et au fond, l'hôpital général, c'est un peu tout ça. Hein? C'est à la fois une caserne, c'est à la fois un hospice, un hôpital, en fait, tout ce qu'on voudra. C'est un peu tout ça. Alors donc, probablement qu'à l'hôpital général, cette obsession du temps était très, très forte. Hein? Ça va, des fois, d'ailleurs, c'est presque cruel, dans les asiles, en particulier, où on s'occupait des malades mentaux, il y a un médecin idiot, là, du temps, là, je ne sais pas son... M. Girard de Cailleux, imagine-toi, qui, lui, avait décidé qu'il fallait que les malades aillent à la toilette à la même heure tous les jours. Là, c'est réglé, on va tout faire ça à 10 heures, ben arrangez-vous. Alors, tu sais, ça, cette espèce d'obsession de l'organisation du temps, alors si bien que cette excuse que les sœurs apportent est probablement réelle. C'est probablement qu'ils disaient, non, on veut apprendre la miniature, ça prendra pas trop de temps, c'est petit, on va pouvoir peindre ça rapidement, puis ensuite, on va pouvoir aller. Alors là, je vous cache M. Plamondon, parce qu'il a été remplacé, évidemment. Hein, ils s'en sont débarrassés. Et par contre, je ne peux pas vous montrer son successeur, mais je peux vous en parler. C'est un monsieur qui s'appelait Victor Ernett, E-R-N-E-T-T-E. C'est un Français, probablement, qui était de passage à Québec. Il n'a pas été là très, très longtemps, mais il a réussi à avoir... Lui, il s'est dit, il a été plus fin que Plamondon un peu, lui, il enseignait la miniature.
Ah, ben, parfait. Allez, venez, on va vous installer, et tout ça. Alors, alors, je continue le journal du noviciat, vous allez voir. Quand ils disent la Providence y a vu, alors vous allez voir comment. Ce monsieur montrait aussi la miniature. Hein? Mais les chemins étaient devenus très mauvais et nos hommes et les chevaux très occupés. Nous ne pouvions envoyer chercher ce monsieur qui diminuait beaucoup le prix de ses leçons quand on l'envoyait chercher. Ah, il y a un côté un peu économique, là, pour ne pas dire d'autre chose. Nous étions dans une bien triste situation. Hein? Mais la Providence vint à notre secours. Elle est toujours là, c'est formidable. Deux de nos amis, messieurs Pelletier et Tourangeau, s'offrirent l'un à nous l'envoyer et l'autre à nous le ramener. Alors là, c'était parfait. Ils ont réglé leur problème avec ces deux bons hommes-là. Pauvre Plamondon. Il venait de perdre un métier, mais surtout, ces deux personnages-là sont deux de ses très bons clients à lui, Plamondon. Ils vont faire, en particulier, ils sont les pères de famille des religieuses que Plamondon va peindre. Hein? Alors, donc, ils sont mêlés assez près. Alors, il a dû être d'autant plus fâché que non seulement il perdait le contrat d'enseigner aux novices de l'hôpital général, qui était remplacé par ce Français là, qu'il n'aimait pas. Et aussi, ah oui, Ernest avait, il enseignait la miniature, mais il avait annoncé aussi qu'il enseignait la peinture au terreum. Et ça, on cherche encore de quoi il s'agit, puis probablement que personne ne le trouvera jamais s'il a dû inventer ça. La seule chose que je vois, c'est que terreo en grec, ou terreau, en grec, ça veut dire chauffer. Et je me suis demandé si c'était pas une espèce de procédé au pochoir, là, où vous mettez de la cire, puis avec un fer à repasser, vous obtenez des dessins sur un tissu, par exemple. Ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Ou encore juste de la flagronnerie. Alors là, quand Plamondon voit ça, et ça, je vais vous donner ça justement un exemple pour le côté polémique du personnage, il décide d'écrire dans les journaux contre Ernest. Hein? Il l'appelle le charlatan. Hein? Quand un grand charlatan étranger s'introduit dans un pays, dans une ville, surtout dans une ville comme celle de Québec, peuplée d'habitants pleins de candeur et de bonne foi, je ne sais pas si tu bien content, pour escamoter l'argent du peuple, il convient à un de ses habitants, s'il a quelque conscience, de mettre au jour ce honteux trafic. Alors, ce pauvre Ernest a eu tellement peur avec cette prose incendiaire qu'il est parti à Montréal. Il a changé son nom. Il s'est appelé Adolphe Ernest au lieu. Et il disparaît de la circulation à peu près à ce temps-là. Là, alors maintenant, je vous présente le portrait de Pelletier, de Pierre Pelletier, qui est un des personnages donc, qui s'occupait de lui et qui, enfin, en même temps, ça va me permettre de vous présenter les parents d'une des religieuses. Hein? Portrait de Pierre Pelletier. Alors, on a pensé que les deux tableaux, pendant longtemps, étaient de Plamondon. Là, je vous donne un petit peu ce que vous allez voir. En fait, c'est un bon exemple de raisonnement d'histoire de l'art, en fait, où on réajuste des attributions. Ce qu'on appelle une attribution, évidemment, ces tableaux-là ne sont pas signés. Hein. Ils n'ont pas de date non plus. Alors, des fois, c'est ça. Il y a une espèce de tradition familiale qui dit c'est un portrait de mon arrière-grand-père ou quelque chose comme ça. Donc, on sait que c'est un portrait de Pierre Pelletier et de sa seconde femme qui est à droite, là. Mais, puis ensuite, on peut peut-être deviner que les deux portraits faisaient une paire, parce que, malgré que mes diapos soient tellement différentes, en fait, ils sont assez semblables. Ils sont de même dimension, les deux tableaux, et ils sont légèrement, on pourrait dire, surtout madame est un peu tournée vers monsieur, hein, au point de vue angle. Elle a l'air de regarder dans sa direction, plutôt de regarder complètement à l'opposé, ce qui ne serait pas gentil, évidemment. Alors là, le fait que ça soit une paire, on peut penser donc que c'est le même artiste qui a fait le portrait du couple, mais est-ce que c'est Plamondon? Ça, c'est un autre problème. Et là, vous allez voir, je vais vous en montrer toute une série de ces portraits-là qui se ressemblent tous un peu. Ce qu'il faut remarquer, c'est la façon dont il fait les bouches et aussi les yeux. Vous allez voir comment il traite. On a l'impression qu'il y a dans sa... j'allais dire dans sa panoplie, il n'y a pas beaucoup de choix. Il fait toujours les bouches là, un peu de la même façon que les yeux, de la même façon aussi. Et si bien qu'ils ont un petit côté, je pense que c'est encore plus sensible, évidemment, dans le portrait de la mère, là, ils ont un petit côté comme un masque un peu rigide, un peu comme si, dans ce cas-là, les yeux ne sont pas vraiment le miroir de l'âme, hein, comme on dit. Ils sont plutôt juste là, placés, puis avec la petite bouche un peu. Et là, tout d'un coup, on a commencé à retrouver toute une série de ces portraits-là où on retrouve la même petite bouche et les mêmes yeux.
Et ils sont tous reliés plus ou moins à la famille Pelletier. Hein? C'est tout le... Alors, petit garçon de la famille Pelletier, on ne sait pas toujours leur prénom parce que, comme toutes les familles du temps, ils sont très nombreuses. Et alors, des fois, on en perd de vue quelques-uns. Hein? Mais alors, ça, c'est donc... Là aussi, ça a été très longtemps attribué à Plamondon, mais là, on voit qu'il s'agit du même peintre. Puis vous allez voir, finalement, on peut résoudre, je pense, le problème. Alors, regardez ici, là, il a fait ses deux petites sœurs. Hein? Alors, eux autres, on connaît leurs noms, c'est des jolis noms du temps, là. Attendez un peu, j'arrive voir. Célina et Rosalvina. Alors, c'est presque des personnages du temps d'une paix. ils ont des Célina et Rosalvina Pelletier. Alors, là aussi, ils ont l'air vraiment comme des poupées qui sortent de la boîte, là. Puis, regardez, toujours cette espèce de fixité du regard. Hein? Toujours le même, au fond, le même procédé tout le temps hein, qui est utilisé. Et la petite bouche avec le petit sourire, là, comme ça, tout le temps pareil. Et à un moment donné, ça va jusque, disons, avec les bébés. Hein? Alors, toute la bande des Pelletiers est faite par probablement le même... Et moi, j'imagine que Pierre Pelletier, qui est un marchand à Québec, il vient de la rivière-Ouelle, mais il a fait son argent à Québec. C'est un marchand important, puis ensuite, qui a des rapports avec les communautés religieuses. Il était très généreux aussi avec les pauvres. On l'appelait le père des pauvres, etc. En tout cas, c'est un bon monsieur qui est mort d'ailleurs d'une crise cardiaque un peu trop tôt. Mais ce Pierre Pelletier a dû dire... Bon, c'est pas pire, c'est pas très long. Faites donc toute ma famille. T'sais. Alors, un coup parti, faites un tel, Malvino aussi, puis faites un tel. Puis il a fait toute la famille, ce qui, pour un peintre, est toujours, évidemment, très intéressant. Alors là, on a trouvé, finalement, un tableau signé avec le même type de petit sourire, les mêmes yeux, là, qui représente, au contraire, un bonhomme qui va devenir très célèbre plus tard, qui s'appelle Cyprien Tanguay. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Cyprien Tanguay. C'est le grand généalogiste. C'est le fameux dictionnaire Tanguay, le dictionnaire de la généalogie du Québec. C'est lui. Alors, évidemment, là, il est tout jeune, il n'est pas encore... mais ce tableau-là est signé de James Bowman. Hein? B-O-W-M-A-N. James Bowman. Alors là, on s'est dit, tiens, peut-être c'est lui qui est l'auteur de toute la série d'avant. Hein? Et c'est lui qui est l'auteur de Pelletier, c'est de toute la famille, etc., et non pas Plamondon. Et vous allez voir, c'est intéressant parce que Bowman, évidemment, va être un concurrent de Plamondon. Hein? Comme on peut bien imaginer que Plamondon ne restera pas ça passer facilement, puis leurs deux carrières vont être très mêlées de très près. Alors, Pelletier, évidemment, lui, il ne savait pas ça d'avance. Là. Je pense pas qu'il est bien innocent dans cette histoire-là, mais il va être un peu pris dans cette espèce d'imbroglio. Alors, donc, ce petit portrait de Cyprien Tanguay est fait par Bowman et grâce à ce qu'on appelle un argument stylistique, c'est-à-dire qu'on fait les comparaisons avec toute la série des tableaux, on dit, tiens, ça a l'air fait par le même peintre. Et donc là, étant donné que là, on a comme une chose sûre, enfin, on a une attribution qui est certaine puisqu'on a un tableau signé. Alors on dit à partir de celui-là, on étend l'attribution à toute l'autre série. Hein. Et là aussi, quand on connaît mieux la carrière de Bowman, on peut donner une date. T'sais, par exemple, tous les tableaux que je vous ai présentés avant, on les date vers 1835. Or, ça, c'est pas possible parce qu'on sait que Bowman, à ce moment-là, était déjà parti du Canada. Il était à Détroit, il était partout, sauf ici. Alors, il faut que ce soit plus tôt. Il faut que ce soit 32 ou 31, ou quelque chose de 1830. Alors là aussi, souvent, les attributions permettent aussi les datations. Hein, quand on connaît un peu les carrières, ça nous permet aussi de dater les tableaux comme il faut. C'est un peu de la... Si vous voulez, je vous ennuie un peu avec ça, mais disons, c'est des genres de problèmes qu'on a en tant qu'historien d'art, si on veut. Et aussi, surtout quand on travaille sur l'art au Québec de cette période-là, c'est pas si évident de pouvoir attribuer et dater tous ces tableaux-là. S'ils nous arrivent des fois dans des états incroyables, et aussi souvent sans aucune espèce d'indication. Hein. On part avec... c'est pas les plus faciles à faire. Je veux vous mettre en parallèle un autre portrait de Cyprien Tanguay, mais cette fois fait par Plamondon. Et ça, c'est intéressant de confronter les deux images, parce que là, on voit tout de suite qu'on n'a pas affaire à la même qualité de peintre. Là, hein? Alors, c'est le même petit garçon, c'est Cyprien Tanguay, peut-être avec une différence d'âge un peu, mais vraiment proche.
Et dans le cas de Bowman, on a toujours ce côté fixe, etc. Et là, ce qu'on pourrait faire, je pourrais vous dire enfin, un peu comment on peut faire l'analyse de ces visages-là. C'est que, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a comme deux triangles dans un visage. Hein. Si vous partez du front et vous allez aux joues, là, vous avez un premier triangle. Hein. Le front et les deux joues. Et associé au front et aux deux joues, vous avez le nez et les oreilles. C'est-à-dire deux sens qui sont réceptifs. Hein. L'oreille, on reçoit des sons, et le nez, on sent des odeurs. Et donc, d'une certaine façon, c'est le côté passif du visage. Hein. Puis après, vous avez un autre triangle possible, qui est celui qui part de la bouche et qui va aux yeux. Hein. Alors, il y en a un qui serait dans ce sens-là et l'autre qui serait dans l'autre sens. Hein. Vous comprenez? Comme deux triangles. Et là, au contraire, la bouche et les yeux sont la partie active et vivante du visage. Hein? C'est par là qu'on communique avec l'extérieur. Au lieu de simplement recevoir, on parle avec la bouche et aussi on regarde, on communique avec l'extérieur. C'est pour ça qu'un portraitiste qui vous fait un personnage qui a l'air plus vivant et plus actif, comme celui de Plamondon à droite, là, on pourrait dire qu'il met l'accent, lui, sur ce triangle-là qui va des yeux à la bouche. Tandis qu'un comme Bowman, qui est plus passif, qui a l'air de représenter plutôt des masques que de véritables visages, hein, qui se répètent à peu près tel quel, lui, il met l'accent sur le côté réceptif du visage, le côté oreille et nez, si on veut. Hein. Comprenez qu'on peut... Enfin, c'est une façon, disons, de comprendre un petit peu la structure enfin, d'un visage pour un peintre, enfin, comment faire ça. Et là, on pourrait dire, là, c'est un exemple très flagrant d'opposition entre les deux. Enfin, on les voit, puis on dit, tiens, c'est ça. Il y en a un qui est beaucoup plus passif, l'autre beaucoup plus actif. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le portrait de Plamondon nous paraît meilleur. Là. Tu sais, le petit garçon a l'air actif. Là. Il donne déjà des signes de ce qui sera plus tard. Il y a un petit livre devant lui, il y a un encrier, puis il est en train d'écrire quelque chose. Ça va devenir un bonhomme qui va faire un dictionnaire important. Alors, donc, on pourrait dire qu'il prédit presque les activités du jeune Cyprien Tanguay après. Qui était ce Bowman? En fait, je vous donne juste quelques notes, mais surtout pour indiquer comment il va être en conflit avec Plamondon. C'est un artiste d'origine américaine qui est, comme beaucoup d'artistes du temps, sont des itinérants. Ils partent d'une ville à l'autre, puis ils font des contrats sur place, puis quand ça ne marche pas, ils se déplacent. Enfin, on le retrouve à Pittsburgh, à Boston, et finalement à Québec. Hein. Et là, en arrivant à Québec, il se fait connaître avec un espèce de gadget là, qu'il appelle un diorama. Alors, c'est quoi un diorama? C'était une peinture, disons, dans laquelle vous vous arrangez pour que les spectateurs ne voient pas le bord de la peinture. Alors, comment ils font? Ils vous font une espèce disons, de structure comme ça, dans laquelle vous rentrez, puis tout ce que vous voyez, c'est le tableau. Hein? Et là, évidemment, quand vous n'avez pas d'éléments à l'extérieur pour voir, là, si le gars est habile un peu, il peut vous faire des effets de perspective assez étonnants. Hein? Alors, un diorama, les gens visitaient ça, ils payaient 25 sous pour le voir, évidemment. Et là, ils se mettaient la tête dans cette espèce de trou-là. Puis là, waouh, ils trouvaient une affaire extraordinaire, etc. Alors, mon Plamondon, vous allez voir ça, évidemment. Hein? Alors, ça s'appelait, d'ailleurs, son diorama, c'était compliqué. Là, il y avait c'était censé représenter une église de Capucins à Rome. Là, bon. Et quand Plamondon a senti que Bowman allait sur son terrain un petit peu, vous allez voir, il y a ça, d'abord, il commence à se faire de la publicité à la fois à Montréal et à Québec. Ensuite, il veut faire de la peinture religieuse. Alors ça, c'est pas bon pour Plamondon parce que là... Alors, il va donc voir cette histoire-là, puis là, il écrit un article dans le genre Plamondon, parfait. Là. Quelle pitié que ce tableau inspire-t-il! Que ces moines sont défectueux, parce que ça représentait des capucins. Alors, ils sont défectueux, comme ils sont mal dessinés. Hein? Point de caractère, point d'expression dans aucune de ces têtes. Le faible effet que produit ce diorama, qui cependant paraît avoir ébloui quelques aveugles en peinture, hein, n'est pas assez grand pour acheter les énormes défauts que l'on rencontre dans cette composition. Enfin, en un mot, ce diorama est une vraie caricature de la chapelle des Capucins à Rome, quoi qu'en disent, messieurs les journalistes de Québec. Hein? Signé Plamondon. Hein? Alors, il est comme ça tout le temps, dès que quelqu'un entre dans son champ. Et l'autre chose que Bowman a fait, c'est qu'il a réussi à décrocher
du travail chez les Ursulines. Parce que, bon, il y a les hospitalières de l'Hôpital général, il y a les hospitalières de l'Hôtel-Dieu, Québec. Ça, c'était un autre gang. Ça où Plamondon était plus, avait ses entrées-là. Mais lui, Baumann avait réussi donc à aller enseigner, devinez quoi, la peinture à l'huile chez les Ursulines. Les Ursulines avaient du temps plus que les hospitalières. Allez-y, enseignez-nous la peinture à l'huile tant qu'on voudra. Et là, on se demande comment ils ont pu faire confiance à un bonhomme comme ça qui arrive des États-Unis. Ah, il y a une lettre de Monseigneur de Boston avec This is a very good Catholic, there's no problem, etc. Alors, il rentre comme ça, puis bon. Alors là, d'ailleurs, on connaît, vous allez voir, on connaît là des portraits de Baumann des supérieurs des Ursulines, comme par exemple ici la mère McLaughlin, là, qui était d'origine anglophone. Et remarquez comment ce qu'il la représente ici. En tout cas, on a toujours notre petite bouche là, à la Baumann, là, puis les yeux, mais aussi avec cette idée de placer un doigt dans un livre, qui est en général le livre des Constitutions. Ça, c'est une chose que Plamondon va retenir. Hein, et vous allez le voir dans ses portraits de religieuses, là, ce petit détail-là, ça va être retenu. D'ailleurs, dans les portraits du temps, souvent, le compte se faisait, si vous voulez, tu sais, quand on calculait comment ça allait coûter le portrait, ça coûtait plus cher si le peintre devait mettre une main. Hein, dans le portrait. S'il fait juste la tête, bon, ça coûte tant, mais si vous voulez une main aussi, ou deux mains, alors là, c'est 35$ de plus, en tout cas, je ne sais pas quoi. Il y avait une espèce de système comme ça. Hein. Alors là, la sœur religieuse fait faire son portrait par Baumann, puisqu'il enseigne la peinture à l'huile à ses sœurs, alors elle le fait faire. Et ensuite, on pense qu'il y a aussi un autre portrait de la même supérieure des Ursulines, fait probablement par une élève de Baumann. Hein, puisqu'il leur enseigne la peinture, parce que celle-là est un peu différente. Surtout, elle a voulu montrer la mère supérieure, pas juste en train de mettre son doigt dans un livre, mais en train de faire quelque chose. Hein. Alors, la montrer comme en activité aussi. Alors donc, ça aussi, ça vous donne un peu une idée des portraits qui se passent à l'époque, enfin, comment est-ce qu'on fait, et comment, finalement, au fond, Plamondon va tomber dans une espèce de chasse gardée, enfin, où on pourrait dire, enfin, il y a un besoin pour ce genre de tableau-là. Hein. Où disons que le conflit avec Baumann va être spécialement mauvais, c'est quand Baumann va partir à un moment donné à Montréal. Il va quitter Québec et il va obtenir un immense contrat à l'église Notre-Dame ici. Le contrat des 14 stations du chemin de croix. C'est formidable, ça, pour un peintre. Hein? Il y a 14 stations. Alors, si vous faites des grands tableaux, en plus, vous allez pouvoir vivre au moins 3-4 ans après avec les... Alors là, il se fait inviter, là. Là encore, c'est toujours la même chose. Il y a sa lettre du Monseigneur de Boston. Il passe pour un bon catholique, etc. Puis, il finit donc par intéresser les Sulpiciens ici avec M. Quiblier, qui est le supérieur des Sulpiciens, pour faire le chemin de croix de Notre-Dame. On ne sait pas trop pourquoi, à un moment donné, il a fait, je ne sais pas moi, 8 stations, puis il stanne, il arrête, puis il laisse tout en plan, puis il disparaît à Détroit. Alors là, les Sulpiciens sont emmerdés parce qu'ils ont à moitié d'un chemin de croix. Tu ne peux pas mettre ça dans l'église. Alors là, ils décident d'engager maintenant Plamondon pour le finir. Hein? Et ça, peut-être que vous avez vu ici au musée, on les a présentés, ces grands tableaux-là, ces tableaux de Plamondon qui étaient destinés à être les stations du chemin de croix à l'église Notre-Dame, ici, à Montréal. Hein? Et si vous allez à Montréal, à l'église Notre-Dame, évidemment, c'est pas ça que vous voyez sur les murs. D'ailleurs, ces tableaux-là sont maintenant au musée des Beaux-Arts ici. Hein? Et là, ce que Plamondon a fait, c'est qu'il a décidé que lui, les stations du chemin de croix, telles qu'on les faisait habituellement, c'était pas nécessaire de suivre ça. Lui, il avait d'autres idées. Enfin, bon, par exemple, il va faire un Christ à la colonne. Bon, alors ça, c'était pas vraiment une station. On ne savait pas trop où mettre ça. Enfin, il avait aussi fait un Ecce Homo. Hein? Alors là aussi, c'est pas vraiment une des 14 stations traditionnelles, etc. Puis surtout, il en avait fait un peu. Il dit, ça va être assez, on va vous en faire une 8, puis vous arrangerez avec ça, les gens vont suivre, etc. Oh, alors ça n'a pas marché, évidemment, avec Quiblier non plus. Là, il trouvait que c'était exagéré, qu'il ne pouvait pas faire ça. Il faut faire il y avait, comme Quiblier dit, j'ai consulté à Rome, et il faut faire les 14 stations traditionnelles. Là, vous n'avez pas fait de Véronique qui suit la Sainte Face, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem, vous n'avez pas fait. Alors, tu sais, il avait pris comme ça des libertés avec l'iconographie religieuse.
Et là, il a essayé de se défendre, il a envoyé une lettre à M. Quiblier. Maintenant, monsieur, je suis bien fâché de vous le dire, mais je ne pourrai jamais me déterminer à vous faire un chemin de croix tel que celui que vous me demandez. Parce que tous les chemins de croix que j'ai vus, tant à Montréal qu'à Québec, ainsi que j'ai fait venir moi-même de France, ce sont toutes, dis-je, des compositions ridicules, tant par rapport à la disposition des personnages qu'au dessin et à l'expression des figures. Bang! Alors ça, Quiblier l'a envoyé peindre. Débarrassez-moi là. Et il a fini par trouver quelqu'un d'autre pour faire le chemin de croix. En tout cas, moi, je vous remonte un autre exemple de Plamondon, c'est la déposition de la croix. Alors ça aussi, c'est pas exactement, c'est pas la même chose que la descente de croix. Hein? La descente de croix, ça, c'est quand vous voyez, le soldat qui monte avec une échelle, puis qui détache le corps du Christ, puis qui descend. Là, la déposition, il est vraiment au sol. Enfin, et ça non plus, ce n'est pas une station de la croix traditionnelle. Hein? Alors donc, il a fait ça. Évidemment, là, il s'est dit, ils vont me laisser la paix parce que il imitait, attends un peu, on va laisser faire ça, il imitait un tableau de Jouvenet, vois-tu, de très proche. D'ailleurs, c'est intéressant à montrer ensemble parce qu'on voit que si vous enlevez le décor, là, à droite et à gauche, vous avez à peu près exactement la même composition qu'on avait dans Jouvenet. Et aussi, alors comment a-t-il pu connaître ce tableau-là? Il était déjà à Oka, dans l'église de Oka, en copie. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un avait vendu une copie à l'église de Oka. Alors, donc, il pouvait le voir là, et il pouvait donc imiter ça. Et lui, l'arranger, évidemment, pour qu'il fasse partie de la série. Hein? Alors, donc, là aussi, il a perdu son contrat, avec comme les sulpiciens ont dû commencer à trouver ça un peu fatigant. Alors, ils ont fini par trouver un Italien qui leur a fait une bonne série. C'est un artiste très quelconque, enfin, sur lequel on sait strictement rien. Giovanni Silvagni. Et d'ailleurs, si vous allez à Notre-Dame maintenant, c'est même plus lui qui est là. Alors, il y a un autre curé qui a trouvé ça mauvais, puis il les a changés. Maintenant, ça a été acheté en France, ça va ce qui est là, tout récent, puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein? Alors donc, toute cette histoire aussi là disons, de lutte avec les artistes en compétition, c'est absolument typique de Plamondon. Puis aussi le caractère cassant du personnage. Là, ça lui a coûté cher un peu parce qu'il n'a pas été payé, évidemment, pour un contrat qu'il n'a pas respecté. Et il est revenu à Québec, là, il s'est mis à faire des portraits. Donc, les portraits de mes religieuses, enfin, après ce très long préambule. OK, j'arrive à la première. Alors, ça, c'est Sœur Saint-Alphonse de Ligorie, hein, qui est un mystique napolitain, là, c'était 1841. Hein? Donc, je vous présente d'abord les 3 exemples qui sont tous datés de 1841, et là, qui sont certainement de Plamondon, là, il n'y a pas de problème. Hein? Alors, il s'agit donc de la fille de Pelletier, hein, du bonhomme Pelletier que je vous présentais tout à l'heure, de Pierre Pelletier. Elle s'appelait Marie-Louise Émilie Pelletier, et elle était née en 1816, et elle entre... d'abord, disons, les parents étaient des marchands. Hein, le père était un marchand. Donc, il était plutôt actif dans la basse ville de Québec. Alors, on sait que sa toute première éducation, cette jeune fille-là, ça a été chez les dames de la congrégation dans la basse ville, mais après, elle est allée chez les Ursulines dans la haute ville, parce que le bonhomme a de l'argent. Hein. Et là, à sa mort, on fait toujours des espèces d'éloges nécrologiques. Alors là, on racontait qu'avant d'entrer en religion, elle était très brillante et au charme d'un esprit cultivé, elle joignait l'élégance des formes et les grâces de la figure. Sa beauté si remarquable est encore haussée par l'éclat et la richesse de ses parures, car la fortune de M. Pelletier lui permettait les dépenses. Hein. Ça, c'est décrit par les sœurs, évidemment, avant, pour montrer sa belle conversion, comment est-ce qu'elle a fini par devenir une bonne sœur après. D'ailleurs, on a un portrait de la petite Marie-Louise Émilie, fait par, devinez qui, hein? Avant son entrée en religion, fait par Baumann, hein? Puisqu'elle fait partie de la famille Pelletier. Alors, elle est dans le lot aussi. Hein? Alors, je l'ai réservé, évidemment, pour maintenant, mais ça, ce serait avant et après le traitement. Hein? C'est la jeune fille avant d'entrer en religion, puis ensuite après. Hein? C'est vraiment c'est la même. Alors là, vous voyez, quand il dit riche parure, etc., ça, c'est évident dans le portrait fait par Baumann, toujours le petit sourire, les yeux un peu morts, là, tout le temps la même chose. Alors, elle a
une ceinture très importante, là, avec un gros bijou, elle a une espèce de collerette aussi, etc. Puis toujours la chevelure avec les boudins, là, tout ça, un peu dans le style de la mère. Hein? Vous vous souvenez aussi, la mère avait une espèce de chevelure très élaborée comme ça. Hein? Alors, on connaît donc son portrait avant son entrée en religion. Là, ce qui est arrivé, enfin, elle avait deux cousines, Lucie Bégin et Catherine Motz, qui rentrent chacune dans des communautés religieuses. Alors, elle décide de faire comme elle aussi, quittant les bals et les autres choses défendues, et rentrant donc finalement, s'occupant des pauvres, etc., comme son père. Puis là, finalement, elle rentre dans les... Alors, l'entrée dans la religion, c'était assez compliqué. Ça se faisait devant notaire, au parloir, hein, quand ils faisaient leurs vœux. Parce qu'il y a tous des documents écrits. Là, et ensuite, les cérémonies étaient répétées ensuite devant l'évêque le lendemain. Et alors, il y avait une partie donc civile, si on veut. Vous rentrez en religion avec une dot, avec un trousseau. Le bonhomme Pelletier est obligé de payer 200 livres là, pour que sa fille reste là. Bon. Alors, puis ensuite 10 livres par année pour son manger, etc. En tout cas, c'est tout précisé par le notaire, ça, évidemment. Et là, ensuite, il y a une espèce disons, de cérémonie religieuse. Et elle, sœur Saint-Alphonse, va devenir une des enseignantes. Hein. Je vous ai dit qu'à l'hôpital général, on a fondé à un moment donné une espèce de couvent de filles. C'était au fond pour faire un peu de sous, parce que le reste, évidemment, c'était un peu à la charge de l'État, hein, avec tous ces pauvres, puis tous ces vieillards qui étaient là, etc. Ils ne pouvaient pas beaucoup payer les frais en fait, d'être nourris et logés dans l'hôpital général. Alors, pour faire un peu de sous, Monseigneur de Saint-Vallier avait permis aux sœurs hospitalières de donner des cours. Hein. Et alors, Sœur Saint-Alphonse enseignait l'anglais et les bonnes manières. Hein, deux cours très importants, comme vous savez. Les bonnes manières. C'est parce que, évidemment, là, je ne veux pas rentrer dans ça, mais l'éducation des filles à l'époque, c'est abysmal. Hein, c'est épouvantable. Alors, c'est ça. On perd notre temps avec toutes sortes de colifichets comme ça, mais on les retire de ce qui serait beaucoup plus important. En tout cas, de toute façon, et là, disons, elle est représentée, tu sais, comme je vous avais dit à propos de Bowman, quand il faisait le portrait de la mère Saint Henry McLaughlin, là, cette idée de mettre les constitutions dans les mains de la religieuse. Alors ça, c'est important, tu sais, je reviens un petit peu à Sartre 2 secondes, là, c'est que là, vous avez la définition de la religieuse, le concept de ce qu'elle doit être, et tout écrit, là. Hein. C'est la règle de Saint-Augustin qu'ils ont, comme avec toutes les communautés religieuses, dans laquelle tout est précisé, et vous avez presque plus de possibilités de choix là-dedans, parce que tout l'horaire est précisé, les choses à faire, etc., et quand, puis ça marche de demi-heure en demi-heure. Alors là, vous avez, on pourrait dire, presque une espèce de définition de votre vie, est toute là, et dans le petit livre. Alors, on la représente comme ça, donc avec les constitutions dans sa main. Ce type de présentation-là, d'ailleurs, remonte assez loin. On a eu ici au musée, il y a un peu longtemps ça, une belle exposition de l'Argilière. Je ne sais pas si quelques-uns se souviennent de ça. Bon, alors ça, c'est un tableau de l'Argilière, donc fait au 17e siècle, qui représente une religieuse du temps, en fait, qui s'appelait Elizabeth Thorkmorton, qui était une religieuse anglaise. Et si vous remarquez, donc, c'est la même mise en scène, en fait, le même type de portrait, avec le costume, le petit livre dans les mains, etc., les constitutions, c'est exactement la même chose. Hein. Le détail qui est frappant dans les deux cas, c'est la présence de la croix, là, sur la poitrine de la sœur. Et on a retrouvé ces croix-là parce que les croix n'étaient pas enterrées avec les sœurs. Hein? On sauvait la croix. Avant de les mettre en tombe, on enlevait la croix. Alors, à l'hôpital général, ils en ont à peu près une cinquantaine de ces croix-là. Et des fois, on les redonnait aux novices qui n'avaient pas l'argent pour se les payer. Hein? Alors, c'était des croix en argent, d'ailleurs, qui coûtaient un peu d'argent. Alors là, vous avez un exemple réel, puis là, c'est simplement une photo du détail du tableau de Plamondon que je vous présente de ce côté-là. Et je vais revenir sur le tableau pour un dernier détail. C'est celui, regardez les yeux du personnage, comment est-ce qu'elle regarde. Hein? Et là, évidemment, il faut penser qu'elle a Plamondon là, dans la salle, hein, pendant qu'elle pose pour ce tableau-là. Évidemment, l'idée, c'est de faire un portrait de la religieuse pour la famille. Hein? Elle va rentrer en religion, c'est pas là que le portrait va être normalement conservé. Ça va être M. Pelletier qui va avoir un portrait de sa fille chez lui. Hein? Cette bonne fille qu'il aimait beaucoup, etc. Donc, il va avoir un portrait d'elle. Alors, mais là,
il faut imaginer la situation d'une jeune religieuse qui est devant un espèce de bonhomme comme Plamondon, là, comme celui que je vous ai présenté jusqu'à présent, un peu vindicatif, puis tout ça, puis qui est toujours bougon, puis surtout qui est fâché parce qu'il a perdu sa job, là, puis bon, en tout cas, tu sais, j'imagine que ça ne doit pas être si facile, et que là, on a vraiment un rapport de type, disons, d'un regard foudroyant, en fait, de la part du peintre, qui est un regard qu'on pourrait d'ailleurs qualifier plus précisément d'objectivant. Hein? Vous réduisez l'autre comme un objet, d'une certaine façon. Or, la seule façon un peu d'éviter ça, c'est de détourner les yeux. Hein? C'est ça qu'elle fait. Elle ne regarde pas directement le peintre. Elle a été un petit peu comme... Remarquez que ça, la modestie des yeux, c'était aussi une chose qui était recommandée dans le petit livre, ça. Hein? Il n'est pas supposé de regarder partout, là. Il est supposé d'avoir la modestie des yeux. Ça remonte à très loin. Vous avez ça dans Saint-Augustin, déjà. Saint-Augustin accuse justement l'œil d'être la source de beaucoup de péchés, de beaucoup de vices. Puis, enfin, dans mon enfance, on s'accusait tout le temps d'avoir eu des mauvais regards. Hein? Ça, c'est quand on passait devant le Gaîté, là, on avait vu des affiches un peu légères, on avait eu des mauvais regards. Alors là, les curés nous disaient, bon, très bien, faites plus ça, vous direz un chapelet. Là, on disait, ça doit être grave, ça, c'est un chapelet entier. Alors, les mauvaises pensées, les mauvaises actions, alors ça, il ne faut pas que j'en parle. Mais en tout cas, c'était un peu ça. Hein? C'était un peu cette espèce de climat-là où vous aviez. Alors, la modestie des yeux, mais aussi, je pense, l'espèce de tension qui se passe du fait que c'est pas un photographe là, qui est là. Hein? C'est un peintre qui prend un certain temps à peindre, puis qui est autoritaire, puis qui est foudroyant, un peu comme ça. Alors, elle s'en tire un petit peu en faisant ce petit regard de côté. Elle ne vivra pas très longtemps. Elle meurt le 11 février 1846, un peu comme son père, en fait, qui est mort aussi relativement jeune, probablement d'une crise cardiaque aussi. Alors, elle a hérité à peu près une dizaine d'années, en fait, à l'hôpital général, comme enseignante, hein, comme je vous disais. Alors, là, l'autre portrait que je veux vous montrer, alors là, si vous allez voir, c'est des filles de l'autre bonhomme là, que je signalais tout à l'heure. Bon, on va aller plus loin. OK, là, malheureusement, je n'ai pas de photo en couleur, mais en tout cas, disons, vous allez voir un peu. Ici, il s'agit de Sœur Saint-Joseph, en 1841 aussi, et c'est au musée de l'Hôpital général. Alors ça, c'est un peu curieux que ça soit là, parce que, comme je vous disais, ces tableaux-là, normalement, sont faits pour les familles, non pas pour le couvent, mais les familles, plus tard, des fois, ont donné le tableau au couvent. Hein, c'est ce qui s'est passé ici. Les descendants de cette jeune personne ont finalement dit, ben, ça ne nous appartient pas, ça devrait être dans le musée de l'Hôpital général, puis ils l'ont remis là. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il est là maintenant. Hein. Alors, ça, c'est la fille, maintenant, du boulanger, Guyet dit Tourangeau. Alors, c'est l'autre bonhomme là, qui conduisait le Hernet là, au couvent puis qui le ramenait. Là. Vous vous souvenez? Je le dis, les deux, Pelletier et Tourangeau, sont les deux clients importants de Plamondon aussi. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il devait être tellement vexé de voir que ces gens-là avaient accepté d'aider à Hernet, en fait, puis surtout aux sœurs, de diminuer un peu les prix du bonhomme parce qu'il allait le chercher puis il le ramenait. Hein? Alors, donc, ça, c'est la fille du boulanger. Alors, quand je dis boulanger aussi, il ne faut pas imaginer un type, vous allez voir, je vais vous montrer son portrait après. Il a fait il a eu beaucoup de succès, lui, parce qu'il était certainement très, très riche. On voit, d'ailleurs, il s'est fait portraiturer pas du tout dans l'exercice de sa fonction. Il s'est mis avec un bel habit, là, neuf, tout ça, puis, il n'y a pas question d'avoir l'air d'un gars plein de farine. Là, non, non. Mais c'est son métier. Enfin, il était boulanger. Jacques Guillet dit Tourangeau. Et donc, leur fille aussi entre au couvent. Là. Elle était entrée en communauté en 1839, puis elle meurt aussi assez tôt, 10 ans plus tard, de tuberculose. Hein. Alors, ça aussi, l'hygiène, la façon dont on... Puis ils sont dans un immense, c'est gros, hein, l'hôpital général, avec beaucoup de public, là, ils sont à la merci de tous les microbes qui peuvent passer dans ce coin-là. Et alors, donc, elle aussi meurt relativement tôt, en 1850, vois-tu, donc... Elle est restée à peu près donc 10 ans. Et elle faisait des cours aussi. Donc, elle était également, s'occupait de l'enseignement, mais elle enseignait le dessin. Donc, on suppose qu'elle avait peut-être un certain talent.
Et en particulier, parmi les talents qu'elle avait, c'était les dessins au théréum. Alors, c'est ce que le bonhomme Ernest leur avait expliqué, leur avait enseigné. Alors, elle avait continué la tradition. Et on pense que certains des décors d'hôtel, vous savez ce qu'on appelle un parement d'hôtel, une espèce de linge qui entoure, a pu être fait par elle, peut être fait, surtout quand ils sont faits avec la cire, là, comme ça, avec des motifs un peu simples, que ça pourrait être elle qui l'a fait. Hein? Alors, regardez, là, je vous montre les parents. Alors, ça, c'est M. Tourangeau, tout boulanger qu'il est. Hein. Si vous ne le saviez pas, je te dis qu'on ne peut pas le voir dans son portrait. Et ça, c'est la mère de la sœur en question. Tu vois. Alors, Tourangeau, c'est fait. Ça, c'est très intéressant, ces portraits-là, parce qu'au fond, ce qu'on essaie de montrer, c'est pas tellement le métier. Hein. C'est pas ça par quoi on gagne son argent, mais c'est le rang. Hein, où on est rendu. C'est-à-dire que c'est des portraits dans lesquels la notion de dignitas, la notion de dignité est très importante. Hein. La dignité, d'ailleurs, essentiellement, si vous remontez un peu dans le temps, c'est un concept qui se détache presque de la personne. Hein. D'ailleurs, on disait au XVIIe siècle des dignités pour dire des tâches. Enfin, par exemple, un juge, c'est une dignité. Il a une certaine dignité rattachée à sa tâche. Et celui qui avait le plus de dignité, évidemment, c'était le roi. Et d'ailleurs, si bien que quand les rois mouraient, ça c'est à la fois à l'époque romaine, puis tout ça, mais ça a été repris en France aussi, on avait deux funérailles, une pour le corps réel et une autre pour une espèce d'effigie en cire qui représentait le roi, mais qui représentait la dignité du roi. Et ça, c'était deux enterrements différents. Hein? On brûlait l'effigie en cire à un moment donné, puis on enterrait le corps du roi dans un autre moment. Hein? Alors, et là, c'est intéressant parce que ça veut dire, donc, cette notion de dignité est presque liée d'office avec la notion de portrait, hein? Puisque le portrait est là pour, disons, exprimer la dignité du personnage en question. Hein? Alors là, on le voit bien là, dans le couple qui est là, ils représentent tous les deux une espèce de classe bourgeoise, très à l'aise, vraiment habillés dans la toute dernière mode, et en même temps, c'est des gens qui ont disons, encourager les arts, par exemple. Tourangeau, on sait qu'il avait donné de l'argent dans le musée que Joseph Légaré avait voulu créer à un moment donné. Hein? Alors donc, il était intéressé aux arts, puis peut-être aussi, une de leurs filles avait une espèce de talent, je vous dis celle qui était religieuse avait, mais aussi un autre de leurs filles aussi a fait éventuellement des portraits aussi de religieuses comme ça, mais ça c'est un portrait d'une religieuse ancienne, puisqu'il s'agit de mère Louise Soumande de Saint-Augustin. Alors, Louise Soumande de Saint-Augustin, c'est une des premières supérieures, disons, de l'autre. Il ne faut pas que je me trompe, là, je suis tout mêlé dans mes. C'est qu'elle était, là, dans l'hôpital général, oui, c'est ça. Et alors, c'est une des toutes premières supérieures. Et là, donc, Émilie, la fille de cette madame-là qui est ici, donc une Émilie Tourangeau, aurait fait ce petit portrait-là, aussi, en fait, dans l'esprit de toutes les autres. Et en fait, Louise Soumande, attendez, je vais mettre ça en parallèle, on a deux portraits d'elle. On a celui-là, qui est pas daté, et qui comporte une grosse inscription, hein, vous voyez, à droite en bas. Et quand vous la lisez, au début, ça n'avait pas frappé, ça, mais comme je me suis fait rire de moi à un moment donné en présentant ça comme un tableau ancien par mon cher ami John Porter, des fois on se bat un petit peu comme ça. Il dit, t'as pas remarqué, il dit que le français de l'inscription est moderne. C'est vrai, il a raison. C'est-à-dire, tu sais, comme par exemple, AG2, en vieux français, on écrirait ASGE. Hein? AG, HG. Au lieu de mettre un accent circonflexe, on écrirait comme ça. Là, au contraire. Alors, on pense que ça doit être une religieuse qui a fait ce portrait-là, qui n'est pas très remarquable, et qui, relativement récemment, mettons au 19e siècle ou quelque chose comme ça, comme la petite Émilie Tourangeau aussi, a peut-être pu s'inspirer de ça. Mais on a trouvé depuis un document absolument sensationnel, c'est pour ça qu'il pouvait bien rire, c'est que là, au contraire, on a un tableau contemporain de la mère Soumande, fait par un peintre qui était ici en Nouvelle-France à l'époque, qui s'appelle Michel Dessaillant de Richter. Hein? Et là, comment est-ce qu'on le sait? C'est que si vous renversez le tableau, si vous allez voir au verso, c'est écrit en toutes lettres, là, Michel Dessaillant de Richter, portrait de Louise Soumande de Saint-Augustin. Et d'ailleurs, c'est un portrait qui est très fin, qui est beaucoup plus
évoluer afin que l'autre que je vous montrais juste avant. Hein. Il faudrait 3 images, là, côte à côte. Alors, elle est là, toujours avec son livre, un livre d'heures peut-être, puisqu'il y a une illustration, comme vous voyez dans le livre, quand il est ouvert. Et elle a l'air, là, plus d'une supérieure importante là, de l'hôpital général. Ça ne doit pas être très facile à diriger, ça. Et elle est présente dans un petit cadre comme ça, un peu compliqué. Mais là aussi, enfin, on voit la jeune Émilie Tourangeau, c'est peut-être inspiré de ce tableau-là pour faire le sien. Hein. Troisième tableau de Plamondon qui représente donc une autre sœur, Sœur Sainte-Anne, toujours de 1841. C'est la sœur de celle que je vous présente, la vraie sœur de celle que je vous présentais avant. Hein. Elle vient aussi donc de la famille Tourangeau. Monsieur Tourangeau a donc donné 2 de ses filles au couvent. Et là, Plamondon l'a représenté exactement comme l'autre aussi. Sauf que si vous remarquez, le voile maintenant est blanc. Hein? Autrement dit, elle est novice, là. Elle n'a pas encore fait ses vœux perpétuels. Alors, elle est présentée avec un voile blanc comme ça. Et elle, au contraire de toutes les autres dont je vous ai parlé, va vivre très vieux. Hein? Elle va mourir en 1908, alors donc, elle va faire une très longue carrière là. Et dans les livres du couvent, en fait, j'en revenais pas, il l'appelle, vers la fin, évidemment pas au début, il l'appelle une relique du bon vieux temps, ce qui n'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Surtout dans un couvent, parler de relique, enfin bon. Ils ont, en tout cas, mais je pense que c'était dit en bonne part, mais c'était pas très, très habile. Hein? Alors, elle a duré très, très longtemps. Elle avait également un certain talent pour les arts et sera maîtresse de dessin et surveillante aussi, en fait, dans le fameux couvent. Les 3 sont enseignantes. Hein? Et je vais finir en vous présentant, au fond... Ah oui, j'avais aussi les frères et sœurs dessus. Ça, c'est 2 tableaux qui représentent le fils de Tourangeau, hein? Puis sa femme. Alors, ça donne une idée du genre de classe hein, dont ces gens-là viennent un peu. Hein. Alors là, il est plus jeune, évidemment. Les 2 sont des tableaux de Plamondon aussi, qui sont au Musée du Québec, hein, qu'on appelle maintenant le Musée national des beaux-arts du Québec. C'est quelque chose. Alors là, 1842, donc fait à peu près dans le même temps, hein, fait par Plamondon également. Mais je veux finir mon exposé avec un tableau qui représente aussi une de ses sœurs, fait par Plamondon, mais avant les 3 autres. Alors, normalement, j'aurais dû vous présenter celui-là d'abord, puis les autres, mais je pense que celui-là, c'est le plus intéressant de la série. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. 1834, hein, donc fait avant. Également, une religieuse, toujours le même genre de costume, une religieuse, donc, de l'hôpital général, et qui s'appelle, celle-là, Sœur Sainte-Claire, hein, de 1834. Et qui est conservé aussi à l'hôpital général de Québec. Il s'agit ici du portrait d'une jeune religieuse née Henriette Caroline de Blois. Donc, elle ne vient pas de la famille ni Pelletier, ni Tourangeau. Et elle est peinte à ce moment-là quand elle a 28 ans, à peu près. Sa mère était Vénérande Renvoisé. Alors ça, c'est un nom intéressant parce que Renvoisé, c'est un des grands orfèvres du Québec. Hein, c'est un bonhomme qui avait fait de l'orfèvrerie pour les communautés, en fait, pour les services du culte un peu partout. Et c'était seulement un très grand artiste. Ça. C'est un de nos grands orfèvres ici qu'on a eu au Québec, enfin, au Bas-Canada, on devrait dire à l'époque. Et donc, c'est sa fille qui est rentrée comme ça en religion aussi. Et Plamondon l'a représentée, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, elle est assise sur une espèce de banc. Hein, on le voit un peu ici derrière, là. Et d'ailleurs, il a signé Plamondon a signé ici, là, sur le bois, enfin, du banc. Alors, on a toujours le même système, mais elle fait une chose que les 3 autres sœurs ne font pas, c'est qu'elles regardent Plamondon. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Ça, j'ai trouvé ça différent. Dans le sens que son regard n'est pas détourné. Elle n'est pas en train de regarder sur le côté comme ça. Elle regarde devant elle. Hein? Et là, tout d'un coup, au lieu d'avoir des visages objectivés, si on veut, par la foudroyant regard du peintre, on a quelqu'un qui lui tient tête. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle faisait, elle, dans la communauté? Elle n'était pas enseignante. Elle s'occupait des aliénés. Hein? Donc, elle devait avoir... Bon, OK, peut-être qu'elle était bonne avec les vieux fous comme Plamondon, mais ce que je veux dire surtout, c'est que ça devait être une fille très forte et très, très particulière, parce que ça, c'était pas une tâche facile.
s'occuper des jeunes filles de bonne famille qui viennent à l'hôpital général pour leur enseigner l'anglais, puis les bonnes manières, puis le dessin au thérium, ça demande du talent peut-être un peu, mais c'est pas c'est pas un défi considérable. Celle-là, au contraire, on voit qu'elle a une espèce de défi important. Et là, donc, on aurait, au contraire, un vrai visage dans tout. Tu sais, au lieu d'avoir simplement une espèce de femme-objet qui se définit à partir de la règle, etc., on aurait quelqu'un, tout d'un coup, qui est défini comme une vraie personne. Et c'est pour ça que je trouvais que des quatre tableau, c'était celui-là qui était le plus intéressant. Et d'ailleurs, je finirai en vous citant peut-être un petit peu une réflexion d'un autre philosophe, Emmanuel Lévinas, qui s'est occupé beaucoup de morale, d'éthique, en fait, de choses comme ça. Puis il disait finalement, ce qui est important, ce n'est pas tellement la nature des autres, mais c'est l'événement de la rencontre. Et quand vous avez une rencontre, vous avez affaire à des visages. Hein? Autrement, si vous êtes juste en train d'avoir des relations avec des gens qui sont comme des choses, vous ne voyez pas les visages. Hein? Et il donne l'exemple, qui tout un autre contexte, mais qui est très frappant. Il parle d'un épisode qui s'est passé sur les lignes italiennes pendant la guerre de 14, pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est un officier qui s'appelait Lusso, et un officier italien. Et là, ils sont donc dans une tranchée. Et pas loin d'eux, il y a une autre tranchée où il y a des Allemands qui leur tirent dessus continuellement. Et à un moment donné, le matin, Lusso part avec son aide de camp, ils sont deux, puis ils vont ils rampent à quatre pattes, puis ils vont proche de la ligne des Allemands. Alors, il les voit, alors tout d'un coup, il arrive là, il voit les Allemands qui sont là, ou plutôt les Autrichiens, en fait, qui sont là. Ils étaient donc là, ces Autrichiens, si proches qu'on pouvait presque les toucher, paisibles, comme des promeneurs sur un trottoir de ville. Hein? Une vie inconnue se dévoilait brusquement à nos yeux. Hein? Jusqu'à présent, il s'était tiré dessus de loin, mais là, il était tout proche, puis il les voit. Hein? Ces tranchées que nous avions si souvent attaquées en pure perte, tant leur résistance avait été vive, avaient fini par nous apparaître comme des lieux inanimés, lugubres, désertés des vivants, refuges de fantômes mystérieux et terribles. À présent, elles se montraient à nous dans leur existence véritable. L'ennemi, les Autrichiens, c'était l'ennemi. Et c'était les Autrichiens, des hommes et des soldats comme nous. Hein? Autrement dit, là, il est proche, il voit tout d'un coup des visages, au fond. Hein? Faits comme nous, en uniforme comme nous, qu'à présent bougeaient, parlaient, prenaient leur café, exactement comme étaient en train de faire ceux que nous avions laissés derrière nous. À cette même heure, nos propres camarades. Étrange chose, une idée pareille ne m'était jamais venue à l'esprit. Maintenant, ils prenaient leur café. Pourquoi me semblait-il extraordinaire qu'ils prennent leur café et vers 10-11 heures, ils mangeaient la soupe exactement comme nous? L'ennemi pouvait-il vivre sans boire et sans manger? Sûrement pas. Et alors, quelle était la raison de ma stupeur? Il demande. Et là, il arrive quelque chose d'absolument extraordinaire encore. L'officier autrichien, c'est ça, il arrive tout d'un coup un officier autrichien qui rentre dans les tranchées. Alors là, c'est un gros morceau, ça. Ça, c'est encore beaucoup plus tentant de le descendre. Hein. L'officier autrichien alluma une cigarette. À présent, il fumait. Cette cigarette créa un rapport imprévu entre lui et moi. Dès que je vis la fumée, je ressentis en moi aussi l'envie de fumer. Ce désir me fit penser que moi aussi j'avais des cigarettes. Cela dura un instant. Mon action de pointer, c'est-à-dire de pointer son fusil vers l'officier autrichien, de machinal devint raisonnée. Je dus penser que je pointais mon arme et que je la pointais contre quelqu'un. L'index qui touchait la détente relâcha sa pression. Je pensais, j'étais obligé de penser. Peut-être était-ce ce calme complet qui éloignait mon esprit de la guerre. J'avais en face de moi un officier, jeune, inconscient du danger qui le menaçait. Je ne pouvais pas le manquer. J'aurais pu tirer 1000 coups à cette distance sans en rater un seul. Il suffisait que j'appuie sur la détente, il aurait roulé au sol. La certitude que sa vie dépendait de ma volonté me rendait hésitant. J'avais en face de moi un homme et pas un sanglier. Hein? Alors là, c'est vraiment, c'est ça, c'est la relation avec le visage. Et là, ce qui est étonnant d'une certaine façon, c'est ce que Lévinas conclut. Il dit, au fond, c'est quoi un homme? Un homme, c'est un concept. Hein? C'est le contraire de ce que Sartre disait. C'est tout d'un coup, c'est pas vrai qu'on est juste fait à partir de nos actes. Là, il n'y avait pas d'action, il n'y avait absolument rien. Il y avait juste ce visage qui était humain et qui a empêché, évidemment, toute
toute action. Hein. Alors, je ne sais pas comment terminer tout ça, mais vous voyez, je pense que c'est ça que j'ai essayé de faire, c'était de voir un peu comment ces portraits, finalement, impliquent une conception de la figure, une conception de l'humain, etc. Alors, on va finir avec ça. Et prochain épisode, si on peut dire, je parlerai des portraits d'habitants de Suzor-Côté. Ah, c'est une autre facette, ça. Alors, on fera ça la prochaine fois. Merci.